On y va? On y va. Et pas go. Bon, alors je lance officiellement ouvert le book club du 23 septembre, même sans jingle? Même sans jingle. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 21e book club. Donc, je compte à chaque fois, je suis surprise qu'on en soit au 21e, mais voilà, on est encore là et c'est formidable. Alors, je suis évidemment ravie trois fois ce soir, ravie d'être avec vous, de parler d'un livre forcément très intéressant. Voici. Vous avez tous vu peut-être sur des photos ou en vrai, pour ceux qui l'ont reçu. Je suis ravie parce que je reçois tous les auteurs et je suis ravie en plus parce que je suis un auteur aussi et que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous retrouver et voilà, qu'on soit là. Ça fait quelque chose, non? Bah ouais, puis moi c'est mon premier. Ton nom de couverture, c'est un moment quand même. Je suis avec des auteurs chevronnés en plus, qui en sont à je ne sais combien de publications chacun. Et donc, je suis la petite nouvelle et je suis franchement fière d'être aussi bien entourée. Et en plus, on va vous dire, c'est la première fois qu'on se voit tous les quatre depuis qu'on a lancé l'écriture de ce livre. Enfin, on se voit dans la même pièce parce qu'on s'est vu par multiples écrans interposés. Et donc, c'est encore plus émouvant. Et ce soir, après, on ira manger ensemble pour boire un coup à la sortie de notre livre. Voilà. Donc, évidemment, je vais aussi jouer le rôle de l'autre. Je vais aussi parler du livre. Ça va être un peu particulier, mais c'est très chouette qu'on arrive là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que normalement, ben voilà, on va faire comme d'habitude, on va faire un petit tour, discuter, et puis si vous avez des questions à poser, j'essaierai d'aller faire un tour dans la discussion. Catherine, si tu vois des questions et qu'on ne les voit pas, je compte sur toi pour nous parler. Voilà. Le bras long, quand même, ouais, c'est pour ça que je vais sauter sur la table. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à poser des questions, et puis même à ouvrir les micros, et puis on essaiera de vous répondre au fur et à mesure. Alors, on va commencer tout de suite. Et on va commencer avec Jacques, parce que Jacques, il a quand même peut-être, il est un des auteurs à la genèse du projet. Et toute ta faute. Absolument. Ou grâce à toi. Moi, je vais dire grâce à toi. On va voir. Et du coup, la genèse de ce livre, elle remonte un peu loin, cette question de ton approche de l'apprentissage, de l'apprenance. Comment tu as plongé dedans? Oui, mais je pense que certains de ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment doivent être en sixième. Il y a 30 ans, au début des années 90, moi j'étais chef d'entreprise et le grand sujet de discussion c'était le knowledge management, c'était les travailleurs de la connaissance, c'était les débuts de l'entreprise apprenante. Et il se trouvait que j'étais membre d'un groupe de travail au MEDEF de l'époque, au CNPF à l'époque, et on avait fait tout un travail sur l'entreprise apprenante. Et à l'issue de ça, on a ensuite créé SOL, le chapitre français de l'organisation apprenante qui a été fondée par Peter Senge. Et donc moi, je me suis mis on pourra revenir dessus, mais je me suis mis dans ce processus avec mon entreprise et on a vraiment démarré l'apprenance, je dirais, à partir des 5 disciplines de Peter Senge. On a vraiment fait le job. Et à la fin des années 90, début des années 2000, très clairement, ma boîte marchait bien, etc., fonctionnait très très bien, mais je sentais, ce qu'on a mis dans le bouquin d'ailleurs, c'est que l'apprenance n'atterrissait pas vraiment. On faisait beaucoup de Word Café, de forums ouverts, enfin bon, tous ceux qui connaissent ça, on était complètement... Des outils d'intelligence collective. Voilà, on était complètement là-dedans. Et je sentais que ça n'accrochait pas et qu'il y avait un petit côté hors sol de notre démarche qui me gênait. Et puis, début des années 2000, on commence à travailler sur le Lean. Alors, je vais faire très court. Jusqu'à ce que je rencontre Michael, après un échec avec un grand cabinet de consultants. Et parce que au fond de moi-même, je me disais, le Lean, c'est quand même apprenant. Enfin, résolution de problèmes, toutes ces choses-là, ça fait partie de choses qui sont le domaine de l'apprentissage. Mais je ne le retrouvais pas dans les outils, les 5S, les Kaizen qu'on nous faisait, les chantiers qu'on nous faisait faire. Et les gens de mon entreprise commençaient à être fatigués. Alors, on s'est beaucoup... affronté avec Michael. J'en ai aucun souvenir. Voilà, je raconte. Ça m'est passé dessus. On s'est beaucoup affronté, mais tout simplement parce que moi, je ne voulais pas apprendre. Je peux le dire maintenant. Et on a fait chemin commun. On a commencé à faire un petit article à propos de la relation entre le Lean et les 5 disciplines de Peter Senge. Dans la revue de Sol. Dans la revue de Sol, aux Reflections, en 2010. Voilà, ça et puis le livre, pour répondre à ta question et en terminer là, le livre est vraiment né en janvier 2013 où avec Mickaël, on a fait une séance chez Sol France
donc avec toute la communauté apprenante. Et Jacques a enfin vécu ma douleur. Il est venu de mon côté de la barrière. Il était sur scène avec moi et on appelait ça le Lean and Learn, donc le lien des trucs, et ça n'a pas du tout marché. Pas du tout. À tel point que vous le verrez dans les remerciements, je remercie Odile Schmutz et Irène Duclos-Couturier au premier et au deuxième degré, parce qu'elles ont été très instrumentales pour nous aider à aller plus loin dans ce qui apparaissait comme une contradiction entre le Lean and Learn, et qui en fait aujourd'hui a donné ce bouquin. Et je dirais que ce bouquin est d'autant plus utile que quand je fais le parcours de l'apprenant sur 30 ans, je pense qu'on est plutôt en fin de course qu'en début de course. Donc il y a une véritable crise sur le sujet qui a été d'ailleurs une autre raison pour faire ce bouquin. je crois que c'est toi qui l'as vu le premier, hein, c'est la crise de l'apprenance qui était au-delà de ce qu'on faisait, etc. C'est lié à la difficulté de l'apprenance en réel. Tout le monde dit j'ai envie d'apprendre, etc. Essentiellement, c'est j'ai envie de regarder mon fil TikTok et de découvrir un truc que je savais pas. Et ce qui n'est pas la même chose que d'apprendre. C'était les confrontations qu'on avait au début en disant donc attends, tu vas apprendre pour de vrai et tu ne me pas de questions. Et mais je pense qu'effectivement, c'est toi qui as vu que la crise de l'apprenance était bien plus générale que ce qui nous arrivait dans la boîte, etc. C'était en train de se. Absolument, oui. Oui, puis ce que tu disais à l'instant, c'est qu'en fait, elle est à la fois individuelle, c'est que chacun d'entre nous, on est complètement submergé par les informations et on réagit de façon très, très réflexe. Et on détaille dans le bouquin ce côté très réflexe et non réfléchi. On va y revenir. Voilà, on va revenir. Et au niveau collectif, c'est la même chose, c'est que là, l'entreprise, c'est un compte d'exploitation au sens presque littéral du terme. C'est-à-dire que finalement, on est là pour exécuter et qu'il n'y a pas de place pour l'apprenant. C'est pour ça que je parlais de Horsol tout à l'heure. On peut faire des lois de café, on peut faire tout ce qu'on veut, mais dans le quotidien, il n'y avait que de l'exécution. Il n'y a que de l'exécution. Et tu comprenais à l'époque d'où ça venait ou... Non, pas du tout. Parce qu'en fait, je pensais, si je reviens à mon groupe de travail du CNPF, je me souviens du patron à l'époque de Ricard, Jean-Marie Laborde, qui me disait mais est-ce que l'apprenance c'est un mode d'organisation? Je ne savais pas trop. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que peut-être c'était un mode d'organisation. En fait, pas du tout. C'est un problème de modèle mental. Je pense j'avais un problème de modèle mental, et quand j'ai démarré le livre avec Michael, j'étais vraiment sur ce point-là. Et par définition, comme c'est un modèle mental, je ne le voyais pas. Et donc, c'est lui qui t'a c'est lui décalé ton modèle. C'est lui qui m'a décalé, effectivement. Mais comme je fais exprès, en fait, à l'époque. Vraiment, tous ceux qui démarrent vraiment le Lean et qui ont une vraie démarche, on est forcément décalé à un moment donné. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas bon. C'est le choc des perspectives, en fait. Tu regardes la situation complètement différemment et c'est ça. Ouais. Le choc des frames. Donc voilà pour la genèse. Et c'était vraiment ce qui se passait dans l'entreprise de Jacques. C'était moi, je rencontrais un patron éclairé, mais honnêtement. Je ne veux pas de raison de pas le croire. Il pensait qu'il voulait le mieux pour ses gens, etc. Et puis qu'il y avait l'idée que si les gens se réalisaient à l'extérieur de la boîte, ils seraient bien à l'intérieur de la boîte. Moi, je me suis dit, mais attends, s'ils sont mieux à l'extérieur de la boîte qu'à l'intérieur de la boîte, pourquoi viendrait-il travailler? C'était un moment de. Jacques s'est dit, c'est pas con. Oui, c'était humiliant, mais c'était pas con. Donc, en fait, c'était le début du fait que dans le Lean, tu fais ton apprentissage. En fait, c'est Jacques qui est le premier, parce que je ne me suis pas posé la question comme ça. Tu fais ton apprentissage dans le courant. Le Lean et le Lean, ce sont des techniques qui mettent l'apprentissage dans le courant de ce que tu fais. Donc, Jacques était, en fait, comme moi, sur les modèles sortis de Peter Senge, où l'apprentissage se fait à l'extérieur. Ce que je savais moi, parce que j'ai un background en théorie cognitive, ce que je savais moi, c'est qu'à l'extérieur, tu apprends des trucs de la salle. Il y a un point de ce qu'on appelle théoriquement de validité écologique, c'est-à-dire ce qui se passe dans la salle de formation. Tu apprends certainement des trucs, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qui va se passer au poste. Mais en fait, c'est ça, le débat, c'était ça, c'est quand Jacques a vu que les techniques Lean n'étaient pas des techniques productivistes comme les consultants d'avant le Lean. Tout ça, c'est plus tout le temps, c'est ton point de vue là sur le bouquin. Mais c'est en fait les techniques Lean, c'est permettaient de ramener de l'apprentissage au quotidien dans le courant du travail. Et c'est cette phrase qu'on retrouve, qui a déclenché un peu
ce lien lean et learn qui vous a, qui a peut-être enclenché le résultat d'aujourd'hui, qui était le lean ne décolle pas sans la prenance, mais sans lean, la prenance n'atterrit pas. Oui. C'est vraiment cette, C'est vrai que le lean classique excellence opérationnelle, effectivement, il ne décolle pas. Parce qu'il est dans un. C'est ce lean-là qui ne décolle pas. Voilà. J'en ai fait l'expérience. L'histoire est marrante. Donc, on fait une présentation à Jacques et moi à la suite. On a Jacques avait fait plein de trucs dans sa boîte, etc. On fait une présentation à Sol sur ce thème. Et c'était la première fois, en fait, depuis longtemps, que je revenais sur les basiques théoriques de la prononce. C'est un truc qui a dans le bouquin depuis. Le chapitre 2. Piaget, Vygotsky, Bandura, je déroule mon truc. Je ne sais pas pourquoi ça choque terriblement les gens. Et quelqu'un me pose la question. C'est marrant, qui dit, mais vous, en faisant cette présentation, qu'est-ce que vous avez appris? Je réponds, attendez, c'est pas le sujet, moi je suis là pour faire une conférence, c'est à vous d'apprendre, c'est pas moi. Si je suis là, c'est parce que je sais un truc, c'est dans l'autre sens. Et ça va créer un tollé. Alors, l'ironie de la suite, c'est que on est sorti, c'est comme ça qu'on a fini par, à force de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi? Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi comme ça? Et c'est ça qui nous a amené. Donc, en fait, ils avaient raison, on avait quelque chose à apprendre, mais pas du tout le bon pensée. Exactement. Ce qui est souvent, en fait, c'est tout le sujet d'apprendre à apprendre, c'est que tout le monde a envie d'apprendre plus de ce qu'ils savent déjà. Alors, apprendre à apprendre, surtout quand on vieillit, c'est qu'on se met à apprendre des choses là où on ne sait rien. Et c'est ça la difficulté. Là où on a besoin d'apprendre parce qu'on est challengé, parce qu'il se passe un truc, donc on a besoin d'apprendre. Et puis, alors, une autre histoire marrante là-dessus, c'est Jacques et moi au Japon. Jacques m'énerve parce qu'on est au Japon, on est en 2012 ou je sais pas quoi. Donc on est au Japon et Jacques avec son iPhone est en train de piloter avec son GPS. Il dit donc voilà, et moi je suis à côté comme un con. J'avais à l'époque un téléphone qui était un vrai téléphone que je regrette encore. C'était un téléphone Samsung, il était génial de chantier, on pouvait le jeter par terre et il rebondissait dans la main. On pouvait le mettre en haut, il faisait que de trucs. Il téléphonait et si on lui demandait gentiment, il prenait des photos, mais c'était un téléphone. Et je voyais Jacques avec ses machins, ça m'énerve. Et en revenant du Japon, j'ai perdu mon téléphone dans l'avion. Et du coup. Tu as dû apprendre. Non, du coup, j'ai acheté un iPhone. Ah oui, c'est déjà. Et ce qui est intéressant, c'est exactement le thème du bouquin, c'est que c'est ça qui m'a mis sur les réseaux sociaux. Et je ne serais jamais rentré dedans sans. Donc, c'est se forcer à apprendre. On était déjà challengé par les réseaux sociaux. Je dis bien qu'il y avait un truc, mais je n'avais pas de compte Twitter, machin, etc. Et qu'est-ce qui te force à aller découvrir quelque chose que tu ne connais absolument pas. Et du coup, tu n'as pas envie de savoir, d'ailleurs. Non, tu ne te souviens pas au Japon? Si, je me suis entendu. Alors, on vient de parler des organisations, de la nécessité d'apprendre, de la nécessité d'apprendre notamment dans les startups où on est dans l'innovation. Qu'est-ce que tu vois sur ce sujet-là, toi, Régis? Est-ce que tu as l'impression que les jeunes générations, toi qui bosses beaucoup avec les startups, vivent la même entreprise que nous, que les grosses entreprises ou celles qu'on connaît depuis longtemps? Est-ce qu'ils apprennent? Est-ce qu'ils n'apprennent pas? Ce qui est marrant, c'est que du coup, moi je fais l'expérimentation sociale. Donc, l'expérimentation sociale, c'est le quinquas chez les startups. C'est mon job. Écoute, si tu trouves la réponse, tu me diras. J'aimerais bien savoir. Donc, je fais ce truc-là. Et de temps en temps, je parle à vous. Et je me souviens d'une discussion avec Mickaël. On était justement en train de discuter de ce bouquin. Et ce que je dis, c'est, je sais pas, je vais sortir d'une journée de Gemba et je réalise qu'en fait, les sujets dont on parle, j'ai l'impression qu'il y a un mur, en fait, avec les gens avec qui je discute, où il y a des éléments où, quand je parle, en fait, c'est juste que ça n'existe pas. Et ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Ouais, ils ne comprennent pas. Et en fait, je commence, en fait, au gré des discussions, en fait, à réaliser que, alors c'est toujours facile, le problème, c'est ce que tu dis vraiment, c'est que quand tu es dans le modèle mental, puisque c'est ton modèle mental, quelque part, par des situations, tu ne vois pas, parce que c'est le truc avec lequel tu vois. Et alors, du coup, de l'extérieur, moi, je vois que quand j'ai ces discussions sur tout un tas de thèmes du bouquin, mais vraiment, les yeux se vident. Et les personnes se baissent. Et en fait, au fil de discussion, comme ça, pendant qu'on fait ça, en fait, je réalise, c'est ce qu'on écrit dans le bouquin, c'est qu'il y a une forme de modèle invisible. Donc, il y a une réalité invisible qui est évidente pour tous, à tel point qu'il n'y a pas besoin de l'expliciter. Quelques leviers, en fait, de ce modèle-là, c'est, par exemple, le succès de l'entreprise, c'est une levée ou un exit.
Donc, tu vas sur le site des start-upers, tu es au mariage entre start-upers, alors tu as levé, alors tu as fait l'exit, alors tu as levé, alors tu as fait l'exit. Le cash-out. Le cash-out. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un premier modèle qui est évident. C'est en fait le but de l'entreprise, c'est qu'il faut faire un exit. La super rentabilité. Et c'est Il faut la rendre. C'est un objet. C'est-à-dire que tu ne gagnes plus petitement ta vie en sortant du cash et en prenant un peu. Et tu l'as fait grossir et tu l'as. Tu dépenses l'argent des autres jusqu'au moment où tu fais une culbute et tu payes au passage. C'est pas du tout le même modèle. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les discussions, c'est pas quelque chose qui est discuté, enfin, c'est pas évoqué. Non, c'est évident, bien sûr, tu vas faire l'entreprise pour faire quoi d'autre. Un deuxième modèle qui est marrant, c'est après quand tu regardes à l'intérieur de l'entreprise, c'est que comment est-ce qu'on va manager les gens? On va leur mettre des objectifs, on va leur mettre des OKR, bien sûr. Google le fait, et c'est Intel qui l'a fait initialement. Pourquoi est-ce que je ferais autre chose? Après, du coup, bien sûr qu'il y a des conséquences. Comme tu as donné des objectifs contradictoires à ton responsable marketing, à ton responsable tech, bien sûr qu'ils s'entretuent à longueur de journée. Par contre, le fait de se dire, est-ce qu'en fait, c'est le fait d'avoir mis en place le système qui a créé ça, ça se paraît, enfin, deux autres sujets que je trouve marrants, c'est la notion par exemple, la productivité, c'est obligatoirement que tu fais un outil. Si ça ne va pas assez vite, tu n'as pas d'autre choix que faut recruter des développeurs, mettre le truc dans un outil. Exactement. Et l'idée du scale, après, c'est nécessairement, si l'entreprise grossit, il faut trouver une offre unique, c'est évident, il faut une offre. Et sur cette offre unique, il faut des process définis que les gens vont suivre comme des robots. Bien sûr. Et ce qui est intéressant, on peut discuter parce qu'il y a des avantages et des inconvénients de chacune de ces approches, mais ce que je trouve intéressant, et c'est cette idée de modèle invisible qui est sortie dans nos discussions, c'est qu'en fait, comme on ne voit pas que c'est un choix. Non, surtout, ce qui est intéressant, c'est que le modèle ne marche pas. C'est le big company disease. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle. Mais c'est celui qu'on connaît. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est cohérent avec le fait qu'il faut faire la queue tous les 4 ans. Mais il marchait aussi dans les grosses boîtes. Et pas tant ça, c'est que. Alors, c'est un modèle bureaucratique qui nous permet de faire des trucs énormes, mais qui ne nous permet pas de faire des trucs rentables. Donc, en fait, le coût de la culbute dans les tous les 4 ans, c'est qu'il faut refinancer. C'est que quand tu fais la culbute, d'accord, tu te sors d'épargne, mais parce qu'en fait, tu as accumulé de la non-performance que tu dois refinancer en termes de dette, et tu repasses un coup. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle tel qu'il est, c'est un modèle bureaucratique qu'on connaît depuis longtemps, mais qui a un problème, c'est qu'il est totalement inefficace. Efficace, mais il fonctionne en fait. Il te permet de scaler. Enfin, il te permet de faire des trucs, il fonctionne. Ce qui marche, par contre, du coup, effectivement, c'est pas la vente, c'est la performance. Tu n'en as pas besoin en fait. Tu n'en as pas besoin, puisqu'en fait, tu es en train d'accumuler de la dette cachée derrière toi, tu en as, puisque de toute façon. Donc, ça n'est possible que parce qu'on vend tous les 4 ans. Et je me rappelle très bien de cette discussion qu'on avait avec Régis, justement, pas celui à l'autre. Donc, ça c'était vraiment. Où justement, on parlait de. Comment ça se fait que ces jeunes start-upers continuent le même modèle finalement que les grosses boîtes? Et en fait, c'est parce qu'effectivement, ça nous permet de faire ce que tu dis, de refinancer, etc. Non, c'est dans le sens. Si nous, à notre époque, on n'avait pas cette possibilité de refinancement, donc on était obligé de sortir du cash à tous les parents, quoi. Mais grosso modo, on manageait notre cash, donc on était obligé de faire gaffe parce qu'on n'avait pas cette porte de sortie. Une fois que tu leur donnes cette possibilité, pourquoi s'emmerder? Et du coup, c'est plus facile de reproduire le système qui existe déjà, qu'on a appris à l'école, qui est celui, voilà, et qui est le modèle. Les écoles ont une responsabilité quand même. C'est elles qui ont diffusé le modèle de manière. Elles ont diffusé le modèle financier le pire et le plus brutal, sans aucune conscience. En plus, avec tous ces profs bien pensants, RH, etc., et qui vont en fait diffuser ce modèle invisible. Il est visible dans les écoles. Oui, en fait, par contre, ce qui est c'est qu'il est invisible, mais qu'on pense que c'est le seul, qu'il n'a pas d'alternative. C'est pour ça qu'il a gagné. Il est vraiment, enfin, en tout cas, dans le monde occidental au minimum. Après, les Chinois sont en train de comprendre qu'il faut faire autre chose. Et d'ailleurs, on leur en veut beaucoup. On les traite de tous les noms, parce qu'ils ne veulent pas du capitalisme américain et ils ne veulent pas des réseaux sociaux américains. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est qu'on leur voue une haine sur le fait qu'ils ne veulent pas être comme nous, qui est très étonnante. Donc, je dis pas. Je suis certain qu'il ne faut pas être augure en Chine et qu'il ne faut pas se faire choper par l'armée. Ça, c'est clair, mais enfin, on a tous été en Chine et on sait bien que la Chine n'est pas du tout la dictature affreuse dont on nous parle, tout simplement, c'est trop grand, c'est le bordel. Mais par contre, qu'est-ce qu'on leur en veut de refuser ce modèle invisible? Les histoires de Jack Ma, etc., qui sont en train de refuser le capitalisme américain parce qu'on voit bien que c'est une volonté forte. Qu'est-ce qu'on leur casse du sucre sur le dos? C'est intéressant. Mais c'est vrai que nous, on avait des alternatives à ça.
à l'époque, sans doute plus que… Je pense que ceux qui nous écoutent doivent se dire ils forcent le trait, mais on le fait volontairement parce que ce modèle mental, par définition, on ne le voit pas, donc il faut essayer de le mettre le mettre sur la table. On lit dans le bouquin, il est quand même sorti de Friedman il y a une 50aine d'années. Il est sorti des même pas des fonds de pension, des hedge funds, oui, qui ont dit aux chefs d'entreprise, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est la valeur de l'action. Les chefs d'entreprise leur disent, attendez, l'entreprise, c'est pas que ça, c'est compliqué, on a une responsabilité sociale, il faut investir. Alors, ok, si on vous augmente vos bonus de 400%, est-ce que vous êtes d'accord sur la valeur de l'action? C'est ce qui s'est passé. Et ils ont dit oui. Bah oui, ils ont mis un tel paquet de trucs sur la table que tout le monde cède. Je pense que cette évolution, elle s'est faite au fil des années avec des acteurs de plus en plus intéressés et de plus en plus dominants. Et aujourd'hui, on se rend même plus compte que, on dit dans le livre, quand on demande à un chef d'entreprise comment il définit son succès, il parle d'EBITDA tout de suite. Et même des entreprises qui ne sont pas des startups, ou même des entreprises qui n'ont pas vocation à être vendues tous les 4 ou 5 ans. Tout le monde a adhéré à ce modèle, y compris donc les jeunes diplômés. Et du coup, ce modèle, il est ce qu'il est. Et je pense que ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'en fait, il empêche l'apprenance, il empêche d'apprendre. Il y a un peu plus sur moi dans le modèle invisible, c'est le fait que nous, on sort d'un monde de la complexité des systèmes. C'est d'ailleurs Cengage, c'est-à-dire dans lequel il y a des structures, il y a des systèmes. Et moi, j'étais le premier à être séduit dans les années 90 par la notion de process. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin là-dessus. Je renie complètement. Mais c'est là, d'ailleurs, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'un process, c'est un système très particulier dans lequel les choses se passent bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétroaction. C'est-à-dire que tu peux faire encaisser les steps et au final, tu as le résultat. Bon, enfin, dans la vie, il ne se passe jamais ça. Généralement, quand tu fais quelque chose, toute action, il y a une réaction. Mais ce qui est très particulier avec les modèles de boîtes de conseil et d'écoles de commerce, c'est qu'on a transformé tout en process et que les jeunes start-upers ne savent plus ce que c'est qu'un système. Ils ne comprennent pas que souvent, ils font ensemble, ils font l'action A, l'action B, l'action C, et puis au final, il ne se passe pas du tout ce qu'ils pensaient qu'il allait se passer, parce qu'ils sont dans un système et que ça réagit. Donc, il y a un appauvrissement du raisonnement sur la nature de la réalité qui est lié au modèle invisible que tu décris, qui est quand même forte. Parce que du coup, on a des gens qui se mettent dans des situations impossibles et qui sont surpris en disant, attends, j'ai suivi la recette, ça ne marche pas. Et je ne comprends pas, tout le monde m'en veut, ça ne marche pas. Alors, au-delà de le système, tout ce qu'on vient de dire, le modèle invisible, ce qu'on a essayé de montrer aussi, c'est que le modèle qu'on a nommé exploitant et fondé sur un raisonnement, il est quand même très lié à notre façon de penser un peu immédiate et à notre au cerveau qui fonctionne et qui va au plus vite et à ce qu'il connaît déjà de manière un peu facile, et que c'est pas si évident de se retrouver dans une dynamique d'apprentissage. Il y a une autre dynamique qui est en train de se faire, c'est qu'en ce moment maintenant, on a ça s'appelle FOC. Est-ce que vous connaissez FOC? Yes. FOC, c'est le feeling of knowledge. Donc, on a le feeling, on a l'émotion de la connaissance au bout des doigts. C'est-à-dire que quel que soit le sujet, on tape sur Google, Wikipédia, etc., ça nous sort un truc qui nous donne l'impression de savoir. On ne sait toujours rien. Imaginez que votre médecin, il dit, ah, vous inquiétez pas, dès que vous me parlez d'un truc, je regarde sur Google, je vais vous dire tout de suite. On préfère qu'il ait fait des années de médecine, parce qu'on ne sait toujours rien. Mais on a cette impression. Comme on a cette impression, on ne voit pas de raison de faire l'effort d'apprentissage délibéré. Or, ce que Toyota a fait qui est étonnant, c'est d'être des pionniers en pratique de ce que la science de l'apprentissage a fini par rattraper. C'est-à-dire que pour apprendre un truc, il faut se mettre dans une situation d'apprentissage délibéré, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut redécouvrir sans arrêt. Deuxièmement, pour apprendre quelque chose, il faut résoudre des problèmes concrets. Donc, on a maintenant une compréhension de la science de l'apprentissage qui a beaucoup évolué par rapport au temps où on disait il suffit de répéter un truc, là. Et donc, l'apprentissage, effectivement, est un effort, parce qu'on se donne des problèmes complexes qu'on essaie à plusieurs reprises de résoudre jusqu'à ce qu'on comprenne le problème et qu'on apprenne. Et c'est vrai que la facilité avec laquelle on a des réponses, d'ailleurs, avant on allait prier, on espérait qu'on avait une réponse, maintenant on demande à M. Google et je vous dis un truc, qui retire la nécessité d'aller chercher plus loin. Encore plus qu'avant, justement. Avant, on ne l'avait pas. Donc avant, on faisait des efforts, en fait. Et on faisait des hypothèses, fausses ou pas, on avait des théories. D'ailleurs, les guerres idéologiques ont pratiquement
disparu, puisqu'il n'y a plus de guerre idéologique, puisqu'il y en a aux extrêmes. Mais dans l'ensemble, on a l'impression que toutes les questions qu'on peut poser, on a l'impression qu'il y a une réponse. Ce qui n'est pas du tout vrai. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que l'apprenant, c'est devenu très difficile parce qu'on a ce sentiment de savoir en surface. Mais moi, c'est pas parce que je lis une recette de cuisine sur Google que je suis capable de faire le plat. C'est sûr. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas plus capable de faire parce qu'on a eu la réponse sur Google qu'avant. Au mieux, on s'est trouvé le bouquin qui va nous amener au prof, qui va nous amener à tester, etc. Mais c'est pas normal. Donc tout ça est assez cohérent. C'est là qu'on arrive dans une situation où on est en bas de la cuvette. Et c'est là, du coup, que le système TPS est absolument déclencheur. Le fameux système de production, c'est ce que Toyota nous raconte un truc depuis toujours, quand on veut bien les écouter, c'est qu'on part des challenges, c'est des gros problèmes qu'on a, on exprime des problèmes et on fait du Kaizen. Nos problèmes, nos Kaizen. Donc ça, ils sont très clairs. En fait, le fameux TPS, c'est qu'ils ont des problèmes types. Est-ce que mes clients sont contents? Jamais. Hein, c'est un problème. Est-ce que je sais réduire mon lead time? C'est un problème. Est-ce que j'ai de la stagnation dans le process? C'est un problème. Est-ce que je réagis vite quand il y a un défaut? Oui, c'est un problème. À quelle vitesse je réagis sur un défaut? Est-ce que mes gens sont engagés dans leur travail? Et est-ce qu'il y a de la confiance mutuelle entre le manager et les employés? Donc, on a 5 problèmes types. Leur théorie, qui s'avère, c'est ce qu'on a expérimenté à chaque fois tous dans les boîtes, c'est que dans l'ensemble, ces problèmes types n'ont pas de solution, mais quand on apprend à résoudre ces problèmes types, et maintenant on sait même pourquoi, ça crée un climat de confiance profonde dans l'entreprise et la boîte va mieux et du coup on se réconcilie avec ses clients, on se réconcilie avec ses gens, on s'entend mieux avec ses fournisseurs et dans l'ensemble évidemment on fait du résultat. Donc en fait, Toyota était tombé très, très tôt sur une dynamique d'apprentissage parce que eux, ils sentaient que s'ils n'apprenaient pas, ils allaient se faire racheter par une grosse boîte américaine. Enfin, ils avaient une raison. Un instant de survie. C'était vraiment un problème de survie à l'époque. Et donc, ce qui a été très, très marrant de voir, c'est qu'au début, personne ne comprenait parce qu'en fait, la théorie de l'apprentissage a mis tout à fait en parallèle, d'ailleurs, ils n'ont pas du tout regardé Toyota, mais a mis des années à rattraper ce que Toyota fait depuis ça. Et du coup, le point de départ, c'est toujours l'exploration. Pour aller chercher des réponses aux questions qu'on pose, aux problèmes types. Exploration, vouloir évidemment sortir un peu de ce qu'on connaît déjà et aller vérifier sur le terrain, parce qu'il est vraiment, pour le coup, c'est un guide de cette exploration au fur et à mesure. Et alors, c'est ça qu'on a nommé du coup, dans le livre, le raisonnement apprenant, qui est vraiment à l'opposé, en tout cas, qui est une façon de sortir du raisonnement exploitant et de sortir d'un système invisible d'exploitation. L'idée que nous donne Google, etc., c'est que c'est pas la peine d'investir dans la recherche puisqu'on peut exploiter ce qui est déjà là. Et en fait, quand on entend tous nos managers, en fait, ils parlent très très peu d'investissement. Maintenant, ils disent comment j'exploite encore mieux les ressources que j'ai. Alors, l'exemple typique, c'est les LBO. C'est-à-dire, un LBO dans les années 90, c'était génial parce que ça libérait les employés pour rentrer dans le capital. Maintenant, on voit des boîtes, quand on en est au 5e LBO, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Ils ont vidé tous les cartons de développement, ils ont arrêté tous les investissements, et puis il n'y a plus que les murs. Dans le monde des startups, ce qui est marrant, c'est que cet apprenant, c'est on parlait tout à l'heure, autour de l'histoire de Lean Startup, parce qu'en fait, il parle de test and learn, de build. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le problème a été résolu, a été circonscrit à. Donc, je cherche une niche où il y a un besoin, un marché à exploiter. Là, je fais du test and learn, j'apprends. Mais ce que je ne cherche pas spécialement à apprendre, moi, pour comprendre, je ne fais pas d'expérimentation pour vraiment comprendre. Je fais des expérimentations, je teste pour learn si la solution marche. Une fois que j'ai quelque part j'ai un hameçon qui fonctionne, après, par contre, là, en fait, il n'y a plus de dépendance, c'est que je construis la machine pour aller exploiter le filon jusqu'à la fin. Et effectivement, du coup, ça crée l'entreprise se sclérose, quelque part, elle s'ossifie. Et tant qu'il y a quelque chose à exploiter, ça marche. Puis après, c'est plus tard, en fait, que ça commence à se gripper. Et là, en fait, il faut être malin et avoir rendu avant. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est qu'en fait, la grande rupture dans ce monde, c'est le fait que la première étape de raisonnement pour apprendre, c'est d'aller chercher les problèmes. Généralement, on a l'impression qu'on a compris le problème et qu'on va chercher une solution. Alors qu'en fait, souvent, on se trompe complètement. Et ne serait-ce qu'on pense que tout le monde a compris le problème de la même façon.
Et ça, pas du tout. Et alors, pas du tout. Mais du coup, quoi, du coup, cette étape dans le raisonnement, c'est-à-dire bon, déjà se parler, est-ce qu'on comprend le même problème? Déjà, on se rend compte qu'on n'a pas la même compréhension. Et donc, deuxièmement, si on n'a pas la même compréhension, si ça se trouve, c'est que le problème, c'est encore autre chose. Donc, la particularité, le truc qui rend le lit unique, c'est cette vision du monde par les problèmes et le fait que la première étape d'un raisonnement apprenant, c'est de chercher les problèmes. C'est bien vu au problème, non pas parce qu'on est maso, mais parce que c'est la façon dont on comprend le monde. Et ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur les problèmes pour commencer. Mais d'ailleurs, absolument. Puis d'ailleurs, on revient le malentendu qu'il y a dans le ligne sur les standards. Oui. Les standards, les gens pensent que ce sont des solutions à appliquer dans tous les cas. Les standards d'autorité, on ne les comprend pas parce qu'on voit, c'est des descriptions du problème en disant, bon, il y a ça à faire, mais attention, là, il y a tel problème, là, il y a tel problème, et on ne dit pas comment le résoudre. On t'explique que fais gaffe, là, c'est pas aussi simple que ça paraît. Et du coup, toute la question derrière ça, une fois qu'on a vu ça, c'est évidemment comment on passe d'un raisonnement exploitant naturel, on va dire qu'on a tous naturellement, même nous, là aussi. Le modèle invisible, on est formé à ça. Et du coup, comment le Lean nous a permis, pour le coup, collectivement, enfin chacun d'entre nous et collectivement, puisqu'on parle d'ailleurs des deux dimensions à la fois individuelle et collective en termes d'apprentissage. Alors là, il y a aussi un truc, comment ça nous fait basculer maintenant, c'est que tout le monde nous parle d'intelligence collective. Mais ce qu'on sait dans la théorie moderne de l'apprentissage, c'est que le collectif motive les gens. Il y a quelques-uns qui vont apprendre par eux-mêmes, mais ils sont rares. La plupart du temps, tu vas apprendre comme à l'école parce que tu as un rapport à faire, tu as une réponse à donner à les gens, donc c'est une bonne façon d'apprendre. Donc la partie collective est très importante pour la motivation et le partage. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le moment d'apprenance est toujours individuel. Donc il doit être par nature il doit être autodirigé. C'est-à-dire que le moment où les gens vont apprendre, c'est quand ils quittent la salle, ils se décident d'aller ouvrir un bouquin, essayer un truc, penser à un autre truc. Donc, en fait, c'est dans le va-et-vient de l'individuel et du collectif que se fait l'apprenance. Après, tu reviens avec une nouvelle idée, tu la présentes à l'autre, ils disent que c'est complètement con. Tu reviens au feu de camp. Tu reviens au feu de camp, puis ça discute, et puis ça te fait rebondir, et puis là, tu repars, tu pars chercher un truc. Et donc, en fait, ce qu'on ne savait pas à l'époque, et ce qui apparaît de la science d'apprentissage maintenant, c'est que l'intelligence collective, on a eu de longs débats là-dessus, pendant des années, ça se compte en années, en décennies même. C'est que, en fait, ce qu'on ne voyait pas, c'est que l'intelligence collective va dans le va-et-vient avec le temps. Et ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intelligence collective sans apprentissage individuel. Deuxièmement, c'est très rare d'avoir de l'apprentissage individuel sans intelligence collective, parce qu'on peut le faire. Absolument. D'où ce sous-titre, effectivement, d'apprendre à apprendre avec le accélérateur d'intelligence collective. C'est un accélérateur d'intelligence collective. Qui n'était pas joué au départ, parce que le Lean, justement, il joue sur les deux dimensions de l'individu et du collectif. En fait, chacun s'engage à résoudre un problème, chacun s'engage à partager son point de vue et à avoir des désaccords, et de ces désaccords, de ce dialogue naîtra une problématique partagée avant ensuite de trouver des solutions. Et moi, ce qui m'a frappé dans la démarche Lean, c'est justement cette espèce de lien entre l'individu et le collectif. Parce que, comme le dit Mickaël à l'instant, si le collectif ne reprend pas le relais, les gens vont s'arrêter d'apprendre. D'accord ? À l'inverse, le collectif va leur demander d'apprendre. S'ils n'ont pas envie d'apprendre, ils ne vont pas le faire. Donc là, il y a quelque chose, c'est pour ça qu'on le dit à un moment donné, on n'est pas là pour manager les comportements, on est là pour proposer des méthodes. Et ça, je pense que c'est très important à garder à l'esprit, parce que c'est un mode de management totalement différent. Et il y a articulation, encore une fois. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, au début, un des trucs sur lesquels tu butais, tu avais beaucoup de mal avec le niveau de désaccord que tolère le Lean. Oui. Parce que je trouvais ça, qu'il y avait beaucoup de friction, en fait. Non, il y a beaucoup de friction, parce que les gens ne sont pas d'accord. Et que quand tu es dans un modèle Lean, c'est bien. Oui, s'ils ne sont pas d'accord, c'est qu'on n'a pas compris. C'est aussi parce que, si tu veux, on revient au côté neurone qu'on évoquait tout à l'heure du réflexe. C'est que quand on voyait des désaccords, on voyait plutôt le stress et l'émotion que ça provoquait, et on ne voyait pas derrière quel était le dialogue. C'est souvent ça. D'ailleurs, c'est vrai que dans les entreprises, le désaccord provoque un niveau de stress qui est. Tout le monde pense que non, il n'y a pas de problème. C'est une richesse de ne pas voir. Si on voit le monde construit comme des problèmes,
ne pas voir le problème de la même façon que les autres, c'est une richesse. Ça veut juste dire qu'on n'a pas tout compris, c'est tout. C'est structuration. Mais c'est vrai que les entreprises ont, dans leur lien de subordination, ont une telle demande sans arrêt D'alignement, d'accord, et de certitude aussi. De certitude. Et surtout dans les trucs, plus c'est incertain, plus il faut. Et ce réflexe dont on parle vraiment, se dire en fait, je prends le problème et je vais trouver des façons vraiment différentes de l'attaquer. En fait, bah oui, il faut être plusieurs. Parce qu'il y en a qui va le regarder, je vais essayer de ce côté-là, moi je vais essayer de ce côté-là. C'est la forteresse, on attaque par plusieurs. Est-ce que vous voulez voir si on a des questions? On a les pompiers, là. Oui, le pompier qui passe. Je sais pas. Discussion. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Catherine, non, il y a plutôt des commentaires, mais pas vraiment de questions. Et sur les commentaires, est-ce qu'ils sont... Parlons des commentaires. Alors, il y avait un commentaire qui n'est arrivé qu'à moi, d'ailleurs, sur le souci qu'on voit des startups qui lèvent et qui finissent par héroïsme, par être rentables, qui ne passent pas forcément par du lean. Les startups qui sont citées sont Airbnb et Doctolib. Donc, il y en a qui réussissent sans le lean. Et le commentaire. Ah, bien sûr. Oui. C'est pas une religion. Hein. Alors, je suis parlé, c'est pas une religion. Le lean est une méthode. Donc, dans le doute, on peut y aller. J'ai toujours dit, il vaut mieux avoir de la chance que d'être bon. Donc, choisissons d'avoir de la chance. Mais pour le peu de startups, c'est quoi le taux d'échec des startups? Oui, c'est plus de 90, quelque chose. Donc, on a un taux d'échec qui est absolument faramineux. On a évidemment, en ce moment, il y a tellement de trucs partout que les gens sont toujours prêts à financer un nouveau truc, mais le taux d'échec est extraordinaire. Donc, simplement, rationnellement, bien sûr qu'on peut réussir sans ligne. Je veux dire que, à nouveau, vaut mieux être, si on a une idée géniale, il y a plein de gens qui sont totalement compétents et qui savent faire des trucs. Mais dans le doute, quand on a une probabilité d'échec de 90% et qu'on a une méthode qui change cette probabilité, ne serait-ce que de 10%, ce serait idiot de passer à côté. Après, c'est des phénomènes où c'est pas la même histoire selon qu'on regarde du point de vue de l'espèce ou de l'individu. C'est-à-dire que du point de vue de l'espèce, oui, si j'en lance 1000, il y en aura 2 qui vont réussir. Oui, c'est vrai. Quand on est du côté de l'individu, c'est content d'avoir une méthode. Ouais. On est content d'avoir une méthode. C'est rigolo parce que dans ces incubateurs qui lancent, il y en a qui s'appelle Way Combinator, qui est l'incubateur phare dans la Silicon Valley. Et en fait, au début, ils faisaient des cohortes dans lesquelles il y a eu des Airbnb, les Dropbox, etc. Mais en fait, au début, quand ils lançaient ces groupes de start-upers qui démarraient, ils les lançaient par 20. Et donc, ils ont appris à scaler. Donc, maintenant, ils font des cohortes où ils les lancent par 1000 et par 10 000. Parce qu'en fait, ils disent, oui, dans les 10 000, les mecs qui vont réussir. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est que je suis tout seul. Je suis preneur d'avoir un succès que de ne pas faire partie des 90%. Et moi, c'est ce que je vois avec les différents dirigeants avec lesquels je bosse. En fait, c'est que par rapport au brouillard de la guerre, ça secoue dans tous les sens. En fait, on ne sait rien. Et l'intérêt d'avoir une méthode, c'est au moins de savoir quelles questions se poser. C'est ce que disait Mickaël, c'est OK, c'est le bazar. Déjà, je vais me reposer des questions. Est-ce que ça se passe bien pour le client? Est-ce que ça se passe bien pour mon wait time, etc. À propos de méthode, il y a une question qui est posée. Est-ce que le lean est une méthode ou une philosophie? C'est une méthode. C'est pas du tout une philosophie. À nouveau, le lean est une méthode d'apprentissage. Le lean vous donne des problèmes types et des outils pour visualiser ces problèmes types. Donc, essentiellement, le problème type, c'est est-ce que les clients sont contents avec son prix? La première visualisation, c'est qu'on va mesurer notre taux de qualité, notre taux de livraison, nos taux de coût, etc. Donc, on va visualiser le problème de satisfaction de notre client. On va essayer de le résoudre. Après, on va essayer de comprendre le problème et laisser les gens le résoudre. Après, il vous donne le deuxième truc, c'est que est-ce qu'on sait réduire le lead time? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la stagnation dans le process? Parce que dans l'ensemble, on pense que on pense que ça nous coûte du cash pour rien, puisqu'il faut financer des trucs qu'on ne sait pas faire. Donc, on pose le problème. Une fois qu'on se pose le problème, pareil, on va regarder et puis on va voir si on a vu. Après, on se dit, est-ce qu'on est précis dans ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut s'y reprendre à 2 fois, etc. C'est un problème. Alors ça, c'est lié à notre base de coût. C'est-à-dire qu'on pense que si tout le monde s'y reprend 2 fois, évidemment, les opérations coûtent 2 fois plus cher.
Donc c'est vraiment une méthode qui nous pose un certain nombre de problèmes types. Les outils du Lean sont tous des outils de visualisation, rien d'autre, qui nous permettent de visualiser le problème. Et puis le travail commence là. Après, il faut se gratter. C'est le point de départ. C'est le point de départ, c'est qu'on voit le problème. Après, ça ne le résout pas. Hein. On peut le regarder autant qu'on veut. Il va falloir se gratter la tête sur le réseau. Une question intéressante, là, quelle a été la motivation de passer de la stratégie Lean et Learning to Scale à apprendre à apprendre? Moi, je dirais que Guillaume Bertrand, notre éditeur. Notre éditeur, c'était ça la motivation. Voilà, non, mais je pense que dans ce livre, il y a un élément de continuité, c'est-à-dire que dans la stratégie Lean, on a expliqué les 4D, définir, décider, diriger et démêler. Et aujourd'hui, dans Apprendre à apprendre, de certaine façon, on prend du recul et on s'aperçoit que le 4D, c'est une manifestation du modèle invisible qu'on a expliqué tout à l'heure. En fait, oui. Et du raisonnement exploitant. Je termine juste. Et du coup, ce qu'on a dans la suite du livre, c'est qu'on a mis des pivots, c'est toi qui avais eu l'idée, Régis, des pivots pour se dire, on sait qu'on est tous dans le modèle invisible par défaut, et si on veut pivoter dans l'apprenance, dans la démarche d'exploration, il faut qu'on se rende compte nous-mêmes qu'on est en train de faire un mauvais choix. Et là, quand on a travaillé sur ce sujet-là, on a pris quatre indicateurs de cul-de-sac. Donc, voilà. Le premier, c'est la fameuse matrice force, faiblesse et le SWOT. Le SWOT. Voilà. Et effectivement, enfin moi, dirigeant d'entreprise, quand je revois tous les moments où j'ai pu faire des SWOT, et j'en ai reparlé à des copains, on fait ça pour voilà, mais en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Mais c'est simplement la manifestation, puisqu'historiquement c'est daté, hein, c'est la manifestation d'un système qu'on veut exploiter. Et on essaye d'optimiser au maximum les opportunités d'exploitation. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fameux plan d'action, qui en termes systémiques est zéro pointé, on est bien d'accord. Voilà. Le troisième indicateur qu'on est dans le modèle invisible, c'est le management par objectif. On en a parlé. Voilà. Et puis le dernier, je l'ai évoqué tout à l'heure en creux, c'est la réorganisation. Chaque fois qu'on a un gros problème d'entreprise, on va réorganiser et on s'imagine que la réorganisation va nous régler tous nos problèmes. Donc quand vous avez sur la langue, dans les yeux, ou sur votre stylo, une faisons à faire, faisons un plan d'action. Là, vous êtes sûr que vous êtes réorganisons, vous êtes sûr. Vous êtes dans le modèle invisible. Donc ça, je pense que le livre Apprendre à apprendre, il est allé faire ce chemin supplémentaire qu'on avait ouvert avec la stratégie. C'est intéressant. Et un autre, on a parlé un peu plus tôt là de ces deux niveaux d'apprentissage qui est collectif, individuel. Une autre chose qu'on fait dans le livre, qu'on n'avait pas fait autant dans le détail précédemment, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans mon travail quotidien d'apprendre. Ah oui. Moi, tout seul, je suis tout seul. Je ne cherche pas à changer d'entreprise. Je suis à mon poste de travail. Qu'est-ce que je fais? Donc, je prends du poids pour qui? Est-ce que je le fais au bon rythme? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas développé dans les autres précédents. En fait, on présente deux modes d'apprentissage, le mode individuel avec ce que tu viens de dire, et puis le mode collectif avec les fameuses 3 boucles qu'on avait déjà présentées dans la stratégie Lean, mais là qu'on pousse comme modèle d'apprentissage, il y a 3 boucles à parcourir pour avancer collectivement, et les deux, effectivement, c'est clair. D'ailleurs, à un moment donné, on le dit, puisqu'on dit que ce qui donne du sens collectif, c'est d'aligner le sens qu'on demande pour l'entreprise avec le sens que ça fait pour soi, avec derrière les ressources qu'on a à sa main. Donc, et tout à l'heure, quand Catherine posait la question philosophie ou méthode, je pense que beaucoup de gens pensent que c'est une philosophie quand ils entendent ce que tu viens de dire. Alors qu'en fait, c'est une condition, non, mais c'est une condition pour que le système fonctionne. Oui. Attends, tu me perds, tu sais, moi, les trucs de philo. Moi, j'ai 2 bureaux. Il y a le bureau à côté, c'est la philo, et le bureau de l'autre côté, c'est le psychanalyste. Et là, je m'arrête. Je sais plus. En fait, du coup, en reprenant ce que tu viens de dire, Jacques, on s'aperçoit que c'est vraiment plus un manuel que la stratégie, peut-être, qui donne plus de pistes en termes d'action pour chacun, là où il est. En tout cas, il avance vers ça. C'est toujours pareil, notre pensée évolue. La stratégie Lean, je me souviens très bien quand c'est né, c'est né à Taïwan, avec une discussion avec Jolie sur la nature, justement sur le MIFA, la différence entre le VSM et
et la nature réelle de la pensée libre. Et en fait, ce que le gars m'expliquait, c'est que vous, les Occidentaux, tout ce que vous faites, c'est idiot, parce que ça part de la tête et ça va vers le terrain. Et nous, on ne pense pas du tout comme ça. On part du terrain, on va dans la tête, et après, on vient au terrain. Et en fait, c'est là qu'avait démarré cette réflexion qui nous avait amené au 4D et au 4F, ou 4C en français. Et en fait, ce qui nous est arrivé, c'est qu'en fait, ayant proposé ce... Alors, donc, on est en train de proposer un truc qui est plus cohérent de notre point de vue de tout ce que nous disent les vieux de chez Toyota. Et encore, il y a 2 bouquins excellents qui sont sortis là-dessus. Il y a le bouquin de Sam Leroy et le bouquin de Toyota qui sont sortis là-dessus, qui confirment le fait que le point central de Toyota, c'est de regarder le monde par ses problèmes et comment on va les résoudre, et non pas par les solutions qu'on va appliquer. Je crois que ce qui nous est arrivé, c'est qu'une fois qu'on avait ce modèle en tête, on a commencé à se rendre compte, c'est Nicolas Chartier qui le premier s'en est servi, et on a vu la pertinence, à quel point c'est important. En fait, une fois qu'on le voit, on ne le voit pas. Et du coup, ça nous a amené à reprendre le concept, et en le remariant avec le travail qu'on avait fait donc, pour cette fameuse présentation de sol, c'est-à-dire de refaire le point sur ce qu'on sait sur l'apprentissage. Et alors, l'autre truc qu'on a découvert en faisant le point sur l'apprentissage, c'est que ce qu'on disait, c'est que ça a disparu du débat. C'est-à-dire des trucs qui nous paraissaient évidents comme des points obligés de l'apprentissage. Les gens en face de nous, on avait juste plus entendu parler. Donc c'est ça qui nous a amené à brancher les 2 trucs, c'est-à-dire refaire le point sur ce qu'on sait sur l'apprentissage, historiquement, donc où est-ce qu'on est à peu près sur nos coups, parce qu'il y a des choses qui n'ont quand même pas changé depuis la fin du 19e siècle. Enfin, il y a des idées nouvelles, mais enfin, il y a des trucs toujours les mêmes. Et cette notion d'un raisonnement apprenant par rapport à un raisonnement exploitant. Alors, il y a plein de questions là, j'essaie de voir dans lesquelles je pourrais prendre. Il y en a une qui est un commentaire sur l'apprentissage à l'école. On n'apprend pas à apprendre à l'école. Mais l'école, ça n'a rien à voir. L'école, le lycée, le collège, etc. L'école, on a appris, ça revient au 19e siècle, il fallait sortir les enfants des pattes des parents pour les mettre à l'usine, pour mettre les parents à l'usine. Donc, tous les processus standardisés sont par construction des processus de sélection. Donc, notre système scolaire est un système de sélection. Je veux dire, apprendre au 21e siècle, mettre un prof qui parle en frontal avec des élèves, si tu veux les empêcher d'apprendre, tu trouves... C'est exactement ça que... C'est exactement ça qu'il faut faire. Alors, on est sauvé par le fait que dans certaines CSP, on est sauvé par le fait que ils vont sur YouTube. Pour le coup, YouTube, c'est bien, et que les parents sont là pour faire tout le boulot. Et d'ailleurs, c'est tout le fameux travail, c'est-à-dire qu'on fait le travail d'apprentissage, et on en revient sur le modèle individuel, il se fait en faisant les devoirs. C'est juste hallucinant. Donc, il n'y a pas de débat. L'école telle qu'on la connaît chez nous n'est pas faite pour apprendre. Elle est faite pour sélectionner ceux qui ont des facilités, oui, ou qui ont des parents qui les aident, ça c'est clair. Next. Bon, ça c'est dit. C'est écrit. C'est écrit. On passe à la suite. Un commentaire aussi sur le ton du livre ou peut-être le contenu différent des autres livres Lean parce que plus accessible à des gens qui ne sont pas dans le quotidien du Lean. Et pourquoi ce choix? C'est une bonne question. C'est pas un choix d'ailleurs. On essaie que. On n'a pas fait exprès, désolé. Vous n'avez pas fait exprès d'être compréhensible? Mais non, mince, on a été un bouquet compréhensible. On a encore raté. Non, mais je me souviens, peut-être que Miguel va s'en souvenir. On était pendant le confinement et un de mes amis, Philippe Bloch, a sorti un bouquin. Ah oui. Voilà, sorti un bouquin, excellent d'ailleurs. Et je l'ai fait lire à Miguel et les accroches qu'il avait étaient des accroches faciles. En gros, c'est des choses que tout le monde peut comprendre, peut partager en début de chapitre. C'est un peu comme ça que le livre est construit. Donc, tout le monde est d'accord sur un angle. Et à partir de ce moment-là, on développe les différents propos qu'on a donnés là. Donc, effectivement, le ton, il est venu de là. Il y a un autre effet aussi, je pense qu'il est venu de là. Et puis, il y a un autre effet qui est totalement accidentel. C'est comme on écrit à 4 auteurs.
Il faut voir que la stratégie Lean est plus facile à lire qu'en anglais ou en français, parce qu'il est quand même traduit. Hein. Quand on écrit à 4 auteurs, je ne pense pas qu'on ait autant relu un livre. On l'a beaucoup relu et on l'a beaucoup relu, on l'a beaucoup réduit. Et en fait, je pense que donc la pièce a été polie. Et à chaque fois, on regardait le sens de ce qu'on disait, mais effectivement, on a beaucoup travaillé la simplicité du verbe. Je pense que c'est vrai qu'il est accessible à quasiment n'importe quel lecteur, même s'il ne connaît pas le Lean. Ouais. Oui, et le truc, c'est que c'est pas un manuel de Lean. Non, c'est vraiment un manuel d'apprenance. Alors, une question aussi sur l'apprentissage, le chouari. Est-ce que vous connaissez le chouari? Chouari. Les arts martiaux, oui, c'est sympa. Pas sûrement pas ça. Non. Alors, voilà, la question, je crois que c'est... Qu'est-ce qui posait la question? N'hésitez pas à activer. Voilà, c'était Pierre. C'était Pierre qui posait la question. Dans l'apprentissage des arts martiaux, chou, c'est je répète la forme sans comprendre, c'est raté. A, c'est je suis à l'aise avec la forme, c'est la période de la ceinture noire. Et Ri, c'est ce qui se raconte, c'est en fait, je vois même pas qu'il y a forme parce que c'est évident. Ce qui fait lien un peu avec les histoires de incompétent, inconscient, incompétent, conscient, etc. Absolument. Il faut toujours se méfier quand on pique des trucs d'Orient parce qu'ils n'ont pas les mêmes modèles mentaux que nous et souvent on interprète quand même bizarrement ce qu'on dit. Nous, on a un schéma mental qui nous dit qu'on commence par l'incompétence inconsciente. Après, on se rend compte qu'on est incompétent, donc on passe à l'incompétence consciente. On commence à apprendre. Et alors là, il y a un débat, parce que traditionnellement, on dit qu'on passe à de l'incompétence consciente et que le but ultime, c'est la compétence inconsciente. Notre société rêve de faire de nous des machines. La compétence inconsciente n'a pas de sens en Orient. La compétence, le but ultime, c'est la compétence consciente. Le maître sait ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un maître. Et il peut l'enseigner. Il peut l'enseigner, puisqu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un robot qui fait les trucs de façon inconsciente. Ça, c'est notre rêve occidental de transformer, de mécaniser les trucs, de transformer tout le monde. Donc, dans le rêve oriental, il y a toujours cette conscience. Et alors, le fait que, effectivement, quand on regarde Ueshiba, à un moment donné, il n'y a plus de kata, il n'y a plus rien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il est libéré des échafaudages et des formes, mais il sait parfaitement ce qu'il fait. Donc, ce qui veut dire que dans le modèle qu'on a là, qui correspond à ce qu'on sait à l'heure actuelle sur la prononce, on parle d'incompétence inconsciente, et oui, il y a le moment douloureux, c'est ce qu'on disait apprendre à apprendre, c'est d'accepter qu'on est consciemment incompétent. Aïe. Et puis, en fait, ce qui arrive avec le monde, c'est qu'on passe par un moment de compétence inconsciente. Donc ça, comme nous, on le regarde l'apprentissage, on voit bien qu'il y a des gens qui voient que les choses s'arrangent, ça va mieux, et ils sont infoutus de vous dire pourquoi. Bah, c'est pas cool, mais dans l'ensemble, ça va mieux. Et qu'en fait, le stade c'est qu'après, il faut rethéoriser, il faut à un moment comprendre, bon, qu'est-ce qu'on fait de différent. Et donc, le stade ultime, c'est la compétence consciente. Puisqu'on vient sur le lien études-méthodes, c'est à partir du moment où on a de la compétence consciente qu'on peut transmettre. Non pas la solution, mais l'apprentissage. Et ça devient conscient et ça se découvre en résolvant des problèmes sur le terrain. Et sans comprendre le problème dans plein de situations. Donc, c'est le même problème. On commence à le conscientiser quand on se rend compte que dans des contextes différents, on est face au même problème et que ce n'est pas la même solution d'ailleurs. Alors, il y a une autre question de Sandre qui dit je rebondis sur les 2 dimensions d'apprentissage. Comment fait-on si on est indépendant et qu'on ne dispose pas de la dimension collective et donc du va-et-vient dont vous parliez tout à l'heure? Et c'est intéressant comme question parce qu'il y a quand même de plus en plus de freelance, d'ubérisation, etc. La question? Je n'ai pas entendu qui posait la question. Sadr Ben Siman. Écoute, tu n'as pas des potes? Regarde-nous, on est tous indépendants là. Moi, j'ai signé de CDI avec aucun d'entre vous. Oui, c'est c'est l'importance des communautés, en fait. Ben, à nouveau, on est dans des modèles mentaux. Notre modèle mental occidental, c'est je suis maître de mon destin. Donc, c'est moi qui fais tout. Puis, souvent, les choses, il vaut mieux avoir de la chance que d'être bon, mais souvent, les choses ne se passent pas comme ça. Donc, le deuxième modèle qu'on raconte, c'est
je suis maître de mon destin, mais il m'est arrivé des trucs que je n'ai pas prévus qui ont pollué ma grande destinée. Quand on va en Orient, le premier truc qu'ils vous disent, c'est que moi, j'ai rien demandé à personne, mais j'étais challengé par des choses, on voit beaucoup au Japon, et j'ai répondu comme ci ou j'ai répondu comme ça. Donc déjà, je suis plus tout seul, puisqu'en fait, je me fais pousser par les événements, et puis après, je m'évalue sur la qualité de ma réponse. Et puis on les écoute, et il dit surtout, je suis qui sont mes amis. C'est-à-dire que je n'existe pas comme seul maître de mon destin. Donc, quand on est indépendant, parce qu'on est indépendant, on est seul. Nous quatre, on est indépendants. Il y a plein de situations dont ça fait partie. C'est comme la gestion de crise. La première question dans une crise, c'est qui parle à qui. Donc, une des questions de l'apprentissage, c'est ne pas essayer d'apprendre seul. Et d'ailleurs, on a un découpage qui est à peu près un tiers. C'est que pour apprendre, on a besoin un tiers de gens plus forts que soi qu'on écoute. On a besoin d'un tiers de gens à notre niveau avec lesquels on travaille. Et on a besoin d'un tiers de gens qui sont moins forts que nous qu'on enseigne. Parce que c'est au moment de l'enseignement qu'on revient, qu'on conscientise, qu'on explicite. Qu'on conscientise des trucs qu'on sait. Donc, en fait, la réponse, c'est que l'indépendance, c'est un statut administratif, c'est pas un état d'être. Et je rajouterais que c'est un luxe, parce que du coup, quand on est indépendant, enfin, moi, j'ai décidé d'être avec vous ce soir. Voilà, c'est une décision. D'autant plus que, pour revenir sur ce que dit Régis, l'entreprise à l'heure actuelle n'est pas un endroit d'apprentissage. C'est un endroit d'exploitation, où bien souvent, c'est le point de départ du livre, la crise de l'apprenance. Bien souvent, dans les entreprises que je vois, c'est qu'on interdit aux gens d'apprendre. On dit commence par appliquer ce qu'on t'a dit, et puis après on verra. Simplement, à la fin de la journée, quand ils ont appliqué toute la journée, il n'y a plus personne. D'autres questions, plusieurs que je réunis en une seule. Vous avez écrit un livre donc sur apprendre à apprendre. On réalise quand on le lit qu'il y a une possible révolution à faire dans la façon dont on gère nos boîtes. Mais qu'est-ce qu'il va falloir comme point de bascule pour créer un vrai mouvement sur ce type d'approche? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour vraiment pousser nos entreprises à adopter ce genre d'approche? Ça y est. Je pense que ça commence déjà par la dimension individuelle. Hein. Dans le livre, on parle beaucoup du temps de délibération, de trouver du temps pour un apprentissage long. Donc ça, je pense que c'est un travail que chacun doit faire. Derrière, côté entreprise, moi, je pense qu'il faut revenir à la phrase que j'évoquais tout à l'heure. On ne manage pas les comportements, on manage des méthodes. On n'est pas là pour faire des choses aux gens, on est là pour les aider à penser autrement. Et en leur proposant les échafaudages que tu as évoqués. Donc ça, la partie individuelle, chacun d'entre nous peut la contrôler. La partie collective, elle est plus difficile. C'est pour ça que les patrons dont j'ai fait partie ont besoin de sensei, ont besoin de gens qui sont là pour les challenger, non pas sur les solutions qu'ils vont trouver, mais sur la capacité qu'ils auront à faire voir et partager les problèmes, et faire voir et partager les problèmes à des gens qui, individuellement, sont eux-mêmes en apprentissage. Parce que s'ils ne le sont pas, ça va tomber à plat, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est pas un grand soir. Hein, je pense que la contribution de ce bouquin, c'est d'avoir mis en lumière ce modèle invisible et de donner quand même des pistes. Quand je parlais du SWOT, quand je parlais des plans d'action, c'est des moments où il faut se poser la question. Là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de leur faire faire? C'est des moments d'awareness, de se rendre compte. Exactement. Donc moi, je pense que c'est ça le. Je pense qu'il n'y a pas de volonté de révolution. Non. Je pense que je crois que la crise de l'apprenance est bien plus grave que ça. Je pense que c'est cuit. Inversement, on connaît tous des entrepreneurs et des patrons qui, pour des raisons personnelles, ne se satisfont pas de cet état, qui cherchent autre chose, qui n'ont pas juste envie de faire une culbute, mais on parlait de Nicolas Chartier. Moi, je me souviens quand il rêvait d'une entreprise d'1 milliard, et puis maintenant, il rêve d'une entreprise de 10 milliards. Il est très sérieux. Et à ce moment-là, les stratégies financières, pour lui, c'est une nécessité de l'environnement, mais ce n'est pas ça qui va lui donner ça. Et donc, je pense que, moi je connais donc Yves et Jacques, Christophe, Cyril, Jean-Claude, enfin Jean-Baptiste, il y a plein de gens qu'on connaît, pour qui
pour qui la pérennité durable et responsable de l'entreprise est un sujet existentiel. C'est un vrai sujet. Donc, C'est cela, oui. le livre, on ne l'a pas écrit pour une révolution culturelle, parce qu'il est rouge. Mais c'est le choix de l'éditeur. Mais le livre, je pense qu'on est d'accord, on l'a écrit pour ceux qui cherchent. On n'a pas de vocation de. Mais on connaît tous Alexandre qui a fait la chasse-passe, Benoît, Fabrice, on connaît tous des gens qui cherchent une autre façon de faire l'entreprise, une entreprise plus pérenne et durable. Et c'est pour eux qu'on l'a écrit, en fait. Et humaine aussi. Et humaine. Et respectueuse, effectivement. Et je ne sais pas comment. On ne peut pas être pérenne et durable sans respect des gens. Enfin, je veux dire, c'est que ce qu'on sait maintenant à nouveau, ce que la science nous dit, c'est que le cœur d'une entreprise, c'est la confiance mutuelle. Parce que ça, c'est un groupe de gens qui une autre équipe de gens, et que la confiance mutuelle est au. C'est quelque chose que tu construis ou tu détruis tous les jours. Non, tu vois, je me trompe sur une belle conclusion, non? Une belle conclusion, voilà. On ne fera pas mieux. Hein. Donc, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien lancé une révolution, mais ça me... oui. Alors, on arrête tout, on va changer de plan, vas-y Régis. On n'avait pas d'autres questions, donc on va la garder comme conclusion. Elle me paraît très bien. Et on vient d'aboutir à l'heure, de toute façon. Donc, merveilleux. Voilà. Parfait. Bonne soirée à merci tous. à tous. Merci à tous. Merci Une à seconde. 21 octobre, 22e book club avec le bouquin de Jean-Claude Beer. Ah oui. Sur le lean aujourd'hui. Donc, et qui est un homme passionné de lean, de boîte, qui veut rendre sa boîte pérenne. Le livre est Et le passionnant. livre est passionnant. Voilà. Passionnant. Donc, le livre qu'on a vu sous toutes ses formes. Ça vous bousculera, mais c'est un bon bouquin. C'est très bon. donc on se retrouve le 21 octobre pour le 22e book club. Bonsoir Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir à tous, merci. Le son n'était pas très bon.